Bonjour, j'ai enfin pris le temps d'analyser le réseau social de Kaamelott. Ah, bonjour. Mais j'ai dit bonjour. Bonjour, j'ai enfin pris le temps d'analyser le réseau social de Kaamelott et ça me paraît intéressant d'en parler un petit peu. Salut et fraternité. On retourne aujourd'hui dans l'univers d'Alexandre Astier, ça faisait longtemps, avec une petite analyse du réseau social de Kaamelott. Beaucoup d'entre vous savent peut-être déjà ce que j'entends par réseau social de Kaamelott, parce que j'y ai consacré une vidéo et que SciPlay en a parlé dans son analyse de Calogrenant. Mais je vais tout de même en réexpliquer brièvement le principe. Je sens que ça va encore être épique. Il s'agit d'une représentation graphique des interactions entre les personnages de la série Kaamelott. Sur un tel schéma, les personnages sont représentés par des ronds, plus ils ont d'interaction au cours de la série et plus le rond est grand. Les interactions sont quant à elles représentées par des traits. Dès que deux personnages se rencontrent consciemment dans une scène qui apparaît à l'écran, je relie les ronds par un trait dont l'épaisseur représente le nombre de rencontres entre les deux personnages en question. Vous suivez, sire? Bah ça va un peu vite, mais j'essaye, ouais. Après un visionnage intégral de la série, il est alors possible de construire le graphe complet. Alors étonnamment, on peut dire énormément de choses de ces graphiques, et on peut même aller vers des maths bien vénères. Or, mon premier épisode sur le sujet se contentait de présenter très brièvement la façon de faire sans analyser du tout, ce qui m'a été pas mal demandé depuis. J'ai donc pensé que vous seriez peut-être intéressé par une analyse un peu plus développée de ces graphes. Alors plongeons-nous sans plus tarder dans cette fusion du royaume de l'ogre et de la théorie des graphes avec le réseau complet de la série. Et bim! Alors la première chose qui nous frappe quand on regarde ce schéma, c'est qu'il est imbitable. Il y a 122 personnages et 738 liens de tailles différentes, ce qui rend la chose très difficile à lire. Mais on peut tout de même distinguer les personnages qui sont au cœur du réseau et donc au cœur de la série. En sélectionnant uniquement les 20 personnages qui ont le plus d'interactions et en ne représentant que les liens qui ont un poids supérieur à 30, c'est-à-dire ceux qui lient des personnages se rencontrant plus de 30 fois, l'image devient tout de suite beaucoup plus lisible et montre immédiatement les personnages qui ont le plus d'interactions. Il ne me semble pas inutile de montrer les réseaux personnels de chacun de ces personnages, à savoir Arthur, Léodagan, Perceval, Guenièvre, Lancelot, Bohort, Caradoc, Merlin, Célie, Manilius, Père Blaise, Galcin, Calogrenant, Tavernier, Yvain, Mévanoui, Le Roi Lot, Gauvin, Hervé Drinel et Guetno. Même ma cousine. Alors vous seriez en droit de vous étonner un petit peu de cette liste, notamment en y voyant Hervé Drinel, qui n'est pas à proprement parler un protagoniste, et pas des personnages que l'on voit plus souvent comme Ropars, ou qui sont plus importants dans l'intrigue comme César ou Méléagant. Et vous auriez raison d'être étonné, mais attention, cette représentation ne montre que les personnages qui font le plus de rencontres. Hervé Drinel, en étant présent aux réunions de la table ronde, rencontre 8 personnes à chaque fois. Donc il gagne plus facilement en importance dans le réseau, plus facilement que Méléagant par exemple. De quoi? Désolé, excusez-moi, j'écoutais pas. Une autre chose est frappante, c'est l'importance d'Arthur. Ce personnage est ultra dominant dans le réseau, il rencontre quasiment tout le monde. Alors c'est très logique car c'est le personnage principal de l'œuvre et Kaamelott repose essentiellement sur ses interactions avec des incapables. Ou disons plutôt des gens faibles, pour reprendre les mots d'Astier. Ce qui me plaît dans les histoires, c'est ce que dit César dans la saison 6 au jeune Arthur, c'est les grands chefs n'ont qu'un seul souci, c'est de rétablir la dignité des faibles. Et je crois qu'en fait, il me semble qu'un film, ça sert à ça. Enfin, les films que j'aimerais bien faire moi, quoi. Rétablir la dignité des faibles. Mais pour rétablir la dignité des faibles, il faut les mettre en scène d'abord faibles. Faibles à tout point de vue. Cons, insuffisants, de mauvaise foi, menteurs, envieux, tout ce que tu veux. Si ces personnages-là sont bien mis en scène, dans un second temps, tu peux d'un coup en faire des héros, mais après. Parce que d'un coup, ces types-là vont exploiter quelque chose qui était sous leur nez et qu'ils n'avaient pas vu,
C'est assez philanthrope, hein, mais bon, pour le moment, je ne suis pas encore assez désabusé pour avoir perdu tout espoir de raconter ce genre d'histoire-là. Donc voir Arthur si important dans le réseau illustre bien sa centralité dans le récit, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à une différence si radicale entre lui et les autres personnages. Tout seul, je vais le chercher, le Graal, moi. Et la vie éternelle, c'est pour Bibi. Et vous, vous irez vous gratter. Bon, on pourrait passer des heures à explorer ce réseau et à trouver des interprétations en pagaille, mais je vais me concentrer sur ce que je trouve le plus instructif, c'est-à-dire la manière dont ces graphes illustrent l'évolution de la série et nous renseignent sur sa structure à grande échelle. Les réseaux des livres 1, 2 et 3 ont une structure très similaire. On a un Arthur ultra central, une dizaine de personnages importants et d'autres personnages plus en marge du réseau. Il y a bien des variations d'une saison à l'autre avec des personnages qui disparaissent comme Azénor et d'autres qui apparaissent comme Mévanoui, mais le cœur du réseau reste le même. Pour s'en convaincre, on peut garder les personnages qui font plus de 50 rencontres pour chaque saison, c'est exactement les mêmes. Et surtout, on constate que les réseaux sont très denses. Les personnages se rencontrent beaucoup et on voit peu de sous-communautés qui sont ici matérialisées automatiquement par des couleurs. Alors selon moi, on peut expliquer cela par le format épisodique de la série dans ses 3 premiers livres. En 100 épisodes de 3 minutes 30, les personnages récurrents sont tous amenés à se rencontrer. Et puis pour faire le lien avec l'intrigue, rappelons que les 2 premières saisons présentent un royaume de l'ogre stable, où le statu quo est maintenu à la fin de chaque épisode. Et la 3e saison conserve beaucoup de ces caractéristiques. Il est donc logique que les réseaux correspondants aient des graphes similaires. Ça traduit le talent d'écriture d'Alexandre Astier dont il faut sans cesse rappeler la rigueur et le goût pour les structures narratives solides. N'importe quoi, c'est ce que disait Aristote, a un début, un milieu, une fin. C'est que ça les 3 actes. Les choses commencent, et puis les choses se poursuivent, et les choses s'achèvent. C'est un cycle auquel on est tous soumis. Eh ben, les méthodes telles que celles de Vogler servent à chaque fois que tu veux construire quelque chose. À chaque fois que tu veux comprendre avec recul et vue d'avion quelque chose que tu es en train de planifier. Moi, ça me permet par exemple d'écrire des choses extrêmement vite et qui ne sont pas bancales à la fin. Parce qu'une fois que ça s'est placé, une fois que tu as mis tes briques et que tu as mis les murs de ta baraque, remplir ça avec ton, j'aime pas le mot, mais avec ton art, entre guillemets, avec ce que tu es, ta créativité, ton caractère, ta signature, c'est comme un architecte qui montrait des murs comme ça sans avoir fait de plan. Oui, il va peut-être arriver à faire quelque chose, bien sûr, et même il y en a plein qui vont faire des belles maisons. N'empêche que les mecs qui apprennent l'architecture apprennent à faire des plans. Parce que pour faire les choses les plus complexes et les plus folles en architecture, c'est quand même plus simple si tu sais où tu vas avant. Parce que tu commences par le bon endroit, parce que tu sais comment progresser, et parce que tu sais repérer un défaut plus vite si tu vois que ça dépasse du plan. Et c'est que ça, la technique. Durant ces 3 premières saisons, l'univers est donc posé petit à petit et les personnages développent peu à peu leurs relations. Les enjeux des livres suivants n'en seront que renforcés parce que ce qui a été perdu et ce à quoi les spectateurs et les personnages étaient attachés, à savoir la stabilité du royaume de l'ogre, les réunions de la table ronde, les apparitions de la Dame du Lac, les missions foireuses, tout cela a déjà longuement été présenté dans les 3 premiers livres. Tout change avec le livre 4 dont le réseau commence à se distinguer des autres. On commence à voir apparaître des sous-communautés, notamment le clan de Lancelot ou les maîtresses d'Arthur. Certains personnages perdent de l'importance dans le réseau, quand d'autres prennent une place plus centrale, notamment Mévanoui. Et surtout, le réseau du livre 4 est moins dense que les précédents, les personnages commencent à s'éloigner les uns des autres. Tout cela traduit un changement de situation narrative. On est clairement rentré dans une histoire avec une progression vers une fin qu'Astier a déjà en tête. 6 saisons, il a arrêté. On aurait bien commandé 13, 20, 25. Mais non, voilà. Elle a une fin, mon histoire. J'en suis pas encore là, mais elle en a une. Je la connais. Après, bon, voilà, il faut vivre avec. Comme on peut s'y attendre, cette tendance s'accentue avec les livres 5 et 6. Les sous-communautés apparaissent maintenant très nettement et les liens entre les personnages sont moins nombreux dans les réseaux, ce qui traduit un royaume de l'ogre en délitement dans le livre 5 ou en construction dans le livre 6. L'importance de certains personnages dans le réseau change, notamment Arthur, qui a une place moins dominante qu'avant, mais en nous focalisant sur son propre réseau, on peut y suivre son parcours à travers les différentes communautés qu'il fédère dans le livre 6 ou qu'il laisse s'éloigner dans le livre 5.
Pour le livre 5, on voit clairement apparaître 5 sous-communautés, les Orcaniens, les semi-croustillants, les paysans, les personnages qui restent à Camelot, les rencontres d'Arthur seul, le roi, la reine et les petits pédestres étant à part. Le livre 6 est le plus radicalement différent, avec de nouveaux personnages centraux annoncés dès le générique, des nouvelles sous-communautés et même un groupe totalement isolé du reste du réseau, ce qui n'était jamais arrivé, à savoir les fées. À présent, je n'ai qu'une hâte, c'est de voir comment tout cela évolue avec la trilogie qui apparaîtra au cinéma. Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Et voilà, j'ai conscience de ne pas être allé dans tous les détails, mais il faut bien conclure, même s'il y a bien d'autres choses à dire de ces réseaux, et je ne m'interdis d'ailleurs pas d'en reparler à l'avenir, notamment après la sortie d'un certain film. Mais si vous en voulez plus et que vous voulez vous aussi explorer le réseau de la série entière, je mets un lien en description qui vous permettra de regarder tout ça par vous-même plus en détail. Je finis en soulignant que je suis convaincu que ces graphes ne sont que des outils visuels et ne suffisent pas à rendre compte de la complexité ou de la beauté d'une œuvre. Jamais les statistiques ou les algorithmes ne pourront, à mon sens, se substituer à l'art ni même l'expliquer complètement. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ainsi prend fin cet épisode, le dernier avant un bout de temps, parce qu'avec le déconfinement et l'été qui arrive, il vous faudra patienter quelques semaines pour les futurs épisodes. Mais je reprendrai un bon rythme à la rentrée, rassurez-vous. Je vous remercie énormément de suivre mes petites élucubrations et d'être de plus en plus nombreux, plus de 600 abonnés, c'est inespéré, et je vous remercie d'être aussi bienveillants et plein d'intérêt, vous êtes géniaux. Merci à tous, à bientôt et sur ce, rideau.